Les 8 branches du yoga, ce sont des règles de vie. Elles dictent une ligne de conduite et nous font prendre conscience des aspects spirituels de notre nature. Il y en a 8. Les 2 premières sont les yamas et les niyamas. Dans ces 2 familles, yamas et niyamas, on dénombre 5 sous-règles. Les yamas sont les règles de vie en société. La première règle, ahimsa, la non-violence. La non-violence, on pourrait penser prioritairement la violence physique, c'est d'abord la non-violence envers soi-même. Quand vous êtes sur votre tapis, par exemple. Non-violence dans vos postures, non-violence dans votre respiration. C'est aussi la non-violence dans l'assiette. Ce que j'ai dans mon assiette a-t-il subi des violences? Sur le tapis, dans la vie et autour de vous. La deuxième sous-règle, satya, la vérité. La sincérité envers soi-même et autour de nous. La vérité aussi sur le tapis, dans le cadre du yoga. Lorsque vous faites des postures, est-ce que je suis à même de faire cette posture? Est-ce que mon corps en est capable? Est-ce que j'en ai envie, tout simplement? La troisième règle dans les yamas, asteya, l'honnêteté, ne pas voler. C'est l'aspect matériel dont on parle prioritairement, mais c'est aussi l'aspect énergétique. Ne pas voler l'énergie aux autres. Lorsque vous terminez un cours, par exemple, vous avez un élève qui vient vous voir à la fin du cours et qui commence à vous parler 10 minutes, 15 minutes, et ça tous les soirs. Alors que vous avez peut-être envie de rentrer chez vous, de faire tout ce que vous avez à faire. Donc c'est important de ne pas voler l'énergie aux gens et de ne pas se faire voler son énergie. La quatrième règle, brahmacharya, la modération. La modération dans ce que l'on achète, dans tous ses achats. La modération dans ses émotions. Ne pas aller trop haut dans ses colères. Ne pas être trop en excès. Aparigraha, la non-possessivité. Ne pas tirer tout à soi. Laisser la liberté aux personnes que l'on aime. La non-possessivité, c'est par exemple quelqu'un qui vous appelle, qui a envie de parler de ses problèmes et vous tirez tous ces problèmes à vous. Ça peut être aussi tout simplement vos enfants, votre mari, votre femme, de posséder les personnes que l'on aime. La deuxième famille, les niyamas, les règles de vie envers soi-même. La première, saucha, la pureté. La pureté, ça commence par l'hygiène corporelle, externe, mais aussi interne. On en revient à ce que l'on met dans son assiette. Ce que je mange devient moi. Qu'est-ce que je veux mettre dans mon assiette? La pureté dans les pensées, dans les mots que l'on utilise. La seconde, santosha, le contentement. Être heureux de ce que l'on a, se contenter, sans manquer d'ambition, mais simplement se contenter, être heureux, ressentir de la joie, de l'épanouissement avec ce que l'on a. Se contenter aussi de ce que notre corps veut bien nous donner, sur le tapis par exemple, sans en prendre plus ni moins. Se contenter de ce que nos amis, notre famille, notre entourage veut bien nous donner aussi. Troisième règle, les tapas. Tapas, ce ne sont pas les tapas que l'on mange, mais plutôt la rigueur, la motivation. En tant que professeur de yoga, on va pratiquer tapas, par exemple, en gardant sa pratique personnelle, en gardant du temps pour soi, en ayant une rigueur dans sa pratique personnelle, une rigueur aussi dans son travail, dans sa vie tout simplement. Quatrième, svadhyaya, l'étude de soi. L'étude de soi, c'est les lectures que l'on peut apporter à ses connaissances. Lire, apprendre, s'écouter. Apprendre à s'écouter aussi sur le tapis, ce que votre corps veut bien vous dire, mais s'écouter dans la vie en général. Ishvara Pranidhana, l'abandon à ce qui est supérieur. C'est l'acceptation, la positivité. Non pas de la fatalité, mais simplement accepter ce qui est tel que c'est. Voilà pour les yamas et les niyamas, qui sont les 2 premières branches des 8 du yoga. Ensuite, on voit les asanas. C'est ce que vous voyez le plus souvent autour de vous, c'est ce que vous voyez quand vous parlez de yoga. Les asanas, ce sont les postures, tout ce que vous pratiquez généralement dans les studios de yoga. Les postures qui, de base, sont des postures assises pour méditer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est difficile de rester assis des heures pour méditer sans avoir de difficultés. Donc c'est pour ça qu'on va expérimenter des asanas, des postures, mêlant des étirements, des contractions, pour pouvoir, dans ce but, s'asseoir et méditer, avec une libre circulation énergétique dans chaque partie du corps. Avec les asanas, on couple les pranayamas.
Ce sont ces deux parties que l'on voit le plus dans les studios de yoga et que vous allez expérimenter le plus dans votre pratique. Les pranayamas, c'est la respiration, l'expansion de l'énergie vitale. Prana, c'est l'énergie vitale. Yama, ayama, l'expansion, le contrôle. Donc respirer et placer sa conscience sur son souffle. Quand vous pratiquez vos asanas, quand vous, en tant que professeur, vous demandez à vos élèves d'enchaîner des postures, vous incluez toujours cette respiration pour amener la méditation en mouvement. C'est ce qui va faire la différence entre un cours de renforcement musculaire, un cours de stretching et un cours de yoga. En yoga, on utilise le corps physique et la respiration pour ne faire qu'un. Les 4 dernières branches des 8. Pratyahara, la coupure des sens, être sur sa respiration et le regard. Souvent, vous allez ramener vos élèves dans leur intention, dans leur focus. Le regard est une bonne manière de les amener dans cette intention. Le regard fixe, tourné vers l'intérieur, où on regarde la direction dans laquelle on va. On peut faire un exercice pour cette branche du yoga, pour qu'elle soit plus concrète, c'est de vous ancrer dans le sol avec vos pieds et de couper le sens de l'ouïe. Et quand vous parlez et que vous n'avez plus l'ouïe, écoutez cette voix intérieure. Coupez l'ouïe. Écoutez votre respiration. C'est ce souffle intérieur que vous voulez ressentir dans chacune de vos postures, dans chaque pratique. Et c'est ce que vous voulez amener dans les cours que vous donnez à vos élèves. Le second exercice que vous pouvez faire avec la coupure des sens, qui parle aussi à toutes les personnes qui vont avoir du mal à trouver ce sujet concret, c'est de couper le sens de l'ouïe, la bouche, l'odorat et la vue. On bloque tout et on se recentre sur ce qu'on pense à l'intérieur. Les pouces se placent sur les oreilles. L'auriculaire et l'annulaire autour de la bouche, le majeur sur les narines et les index sur les paupières. Vous allez respirer et bloquer. Et relâchez. Observez ce qui se passe à l'intérieur, ce que vous vivez en vous, vous pouvez alors le transmettre à vos élèves. Je reviens donc à cette pratique personnelle à garder. La prochaine branche que l'on voit, dharana, la concentration, qui est très liée avec pratyahara. La concentration, c'est d'abord, dans vos postures, d'être concentré sur ce que l'on fait, sur sa respiration, sur ses alignements et sur l'intention que l'on veut mettre dans ses postures. On peut aussi parler de concentration dans la méditation. Quand vous fixez votre attention sur un objet, vous pouvez prendre un exemple assez concret pour vos élèves, pour vous-même aussi, de fixer la flamme d'une bougie, de ne pas cligner des yeux et de rester concentré sur cet objet. On en arrive aux 2 dernières branches qui sont plus spirituelles et plus tournées vers la méditation, dhyana et samadhi. Dhyana, c'est la méditation pure. Vous allez petit à petit, dans vos pratiques, expérimenter vous-même et ensuite l'amener à vos élèves, la méditation. D'où l'importance, quand vous construisez votre séance, de garder un petit créneau pour la méditation à l'avant de la séance et à la fin de la séance. Si ce n'est pas trop long, ça ne va pas décourager vos élèves et petit à petit, ça va les amener à retrouver ce chemin vers eux-mêmes. Samadhi, cette dernière branche du yoga, qui est l'union totale, l'état de grâce, faire un avec l'univers.